On se retrouve dans nos vies avec les bagages de nos ancêtres, et si on n'arrive pas à casser et à rendre ces bagages à nos ancêtres, on les récupère et on les redonne à nos enfants. Racines et récits, le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 3e épisode de Racines et récits, nous recevons une psychogénéalogiste qui va nous faire découvrir ce métier dont le but principal est d'aider à comprendre et à dépasser les héritages émotionnels familiaux. Isabelle Morin-Altmeyer, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de placer ta spécialité sous les feux de la rampe de Racines et récits. Et comme avec tous nos invités, j'aimerais commencer par préciser avec toi les contours de ce métier. Comment est-ce que tu aimes le présenter ? En général, les personnes viennent me voir avec un mal-être, on va dire. Je vais commencer à poser des questions pour essayer de comprendre ce qui peut bloquer, d'où ça peut provenir. Et là, en fait, on va monter un arbre. On va monter plus exactement un génosociogramme. Donc, on va travailler avec un arbre généalogique, c'est-à-dire que les gens vont venir avec des informations généalogiques moi, je travaille sur 5 générations. C'est donc la personne, les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. Donc, ils vont venir avec quelques informations. Et moi, en séance, je vais monter le génosociogramme. Donc, sur le génosociogramme, on va retrouver les noms, les prénoms, tous les prénoms de la personne, les dates de naissance, dates de décès, dates de conception qu'on calculera ensemble, les métiers, les maladies, etc. Donc, on remonte en fait toutes les informations de la personne qui est face à moi. C'est une des bases de mon travail, en fait, hein, c'est la carte d'identité, on va dire, familiale et là, on a toutes les informations qui nous permettent justement de travailler, de voir vraiment les liens entre la problématique et l'histoire de la famille. Donc, si je comprends bien, les personnes ne viennent pas systématiquement à chaque fois avec un arbre déjà constitué. Il se peut que tu aies besoin, toi aussi, de faire ce travail-là, c'est-à-dire Tout à fait. d'intervenir aussi comme un généalogiste, entre guillemets, classique, et de Oui. compléter ou de rechercher les informations qui ne sont pas forcément exprimées par ton client. J'ai cette double casquette de psychogénéalogiste et généalogiste. C'est-à-dire que les personnes qui viennent me voir vont venir me voir avec une problématique, donc on va travailler sur la psychogénéalogie. Et s'il manque des personnes dans l'arbre généalogique, moi je peux aider justement à remonter ces informations-là et à l'aider à trouver les informations manquantes. Alors Isabelle, on voit et on comprend aisément que ce métier, effectivement, comme tu viens de l'expliquer, est complémentaire de celui de généalogiste, car il faut bien démarrer avec une matière, en Mm. l'occurrence un arbre, comme on vient de le voir, mais il existe quand même une frontière entre eux, notamment par la formation que demande cette activité spécifique de psychogénéalogiste. Alors, comment est-ce qu'on devient psychogénéalogiste? Est-ce qu'on est d'abord psychologue, psychothérapeute? Est-ce qu'il y a des formations? Alors, il y a des formations, parce qu'on ne s'improvise pas psychogénéalogiste déjà. Dans la psychogénéalogie, en fait, on a déjà l'histoire de la psychogénéalogie. C'est quand même une pratique qui a été créée dans les années 70 par Anne-Ancelin Schutzenberger, qui est connue pour son livre Aïe, mes aïeux. Elle était psychologue et psychanalyste. C'est elle qui a créé ce fameux génosociogramme dont on parlait tout à l'heure, qui nous permet donc d'avoir les informations. En tant que psychogénéalogiste, on va travailler avec une partie de la psychanalyse, puisqu'on va forcément avoir une personne qui va venir face à nous avec des problématiques. Donc, il faut quand même, c'est un métier qui est profondément humain, il faut aimer l'humain et en même temps, il faut être dans l'écoute, dans la compréhension, dans l'analyse. Donc, la personne qui veut être psychogénéalogiste et qui n'a pas ces qualités-là, on va dire, ben, en fait, elle n'aidera pas la personne face à elle. Alors, quel est le profil type, si on peut en définir un pour tes clients? Est-ce qu'ils sont dès le départ donc motivés par découvrir une forme que je vais appeler inconscient familial, ou est-ce que c'est une démarche progressive? Je vais avoir des gens qui vont venir avec une problématique, mais ils vont pas venir avec un arbre en disant: «Est-ce qu'on peut analyser là?» tout de suite, en fait. Il y a quelque chose en fond et ensuite on va faire l'arbre et on va analyser le génosociogramme. La deuxième chose aussi, puisque je suis généalogiste, je peux faire un arbre généalogique et dans l'arbre généalogique, moi, en tant que psychogénéalogiste, forcément, je vais mettre des choses en évidence, puisque j'ai l'œil, en fait, on va dire et quand on fait un arbre généalogique, on se pose des questions, on a envie de comprendre certaines choses.
Je peux me retrouver avec des personnes qui ont besoin d'analyser leur arbre. Et là, du coup, on va travailler sur l'arbre généalogique et là, on va aller en profondeur et on va monter justement le génosociogramme et je vais travailler en psychogénéalogie. Il existe des détracteurs de la psychogénéalogie. Régulièrement, on entend des voix, même des professionnels, hein, qui considèrent que ce métier n'est pas sérieux, n'est pas scientifique, n'est pas fiable. Comment tu réagis à ce jugement? Dans tous les domaines, il y a des personnes qui vont être, sérieuses et consciencieuses, qui vont faire des formations, qui vont se former régulièrement. Mais je sais que dans notre milieu, malheureusement, comme dans tous les milieux, il y a des personnes qui ne sont pas sérieuses et consciencieuses et qui, ils Oui, font du mal peuvent à donner une mauvaise image, oui. effectivement. Au sujet des détracteurs, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que, dans les neurosciences et l'épigénétique, on a découvert que, les traumas qui n'étaient pas digérés apportaient une espèce de cicatrice au niveau des cellules et on peut les retrouver sur plusieurs générations. Donc, on s'aperçoit en fait que certaines sciences aujourd'hui viennent appuyer notre travail en psychogénéalogie. Ça montre bien que notre travail est important, qu'il a besoin d'encadrement. Moi, je fais partie, par exemple, d'une fédération aussi en psychogénéalogie. C'est quelque chose de sérieux. C'est pas un métier qui est sorti d'un chapeau, on va dire, hein. C'est vraiment un métier où on a besoin d'être formé et où aujourd'hui on a des sciences qui prouvent que notre travail est important. On se retrouve dans nos vies avec des bagages de nos ancêtres et si on n'arrive pas à casser et à rendre ces bagages à nos ancêtres, on les récupère et on les redonne à nos enfants. Le fait de travailler en psychogénéalogie, c'est redonner ces bagages aux ancêtres pour pouvoir vivre notre vie et marcher sur notre chemin. Isabelle, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits et je rappelle l'adresse de ton site à nos auditeurs, ima-psychogénéalogie.fr. Merci à toi Stéphane, merci de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Vous venez d'écouter le 3e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association U-Projet. Rendez-vous pour notre prochain épisode avec Patricia Maché, généalogiste spécialiste de l'intelligence artificielle. Elle nous parlera de son intégration dans nos recherches. À bientôt! Racines et récits.